On va s'intéresser maintenant à des mythes de la Seconde Guerre mondiale qui perdurent encore aujourd'hui. Je vais rejoindre dans un instant Jean Lopez. Et il y en a un d'ailleurs qui a été réactualisé récemment à l'occasion de la visite de John Kerry au Japon. Et il est allé sur le site d'Hiroshima. C'est Hiroshima qui aurait provoqué la capitulation du Japon. Eh bien, on va voir après ce petit magnéto s'il en était bien ainsi ou pas. C'est un jour historique pour les deux pays. 70 ans après le largage de la première bombe atomique, jamais un haut responsable américain n'était encore venu visiter le mémorial d'Hiroshima. C'est une exposition bouleversante. Cela rappelle à chacun combien les choix qui sont faits pendant une guerre sont extraordinairement complexes. C'était il y a 71 ans. Le 6 août 1945, à 9h15, un avion américain larguait la première bombe atomique sur la ville d'Hiroshima. Au moins 140 000 personnes trouvèrent la mort, plus de 200 000 furent blessés. 3 jours plus tard, une deuxième bombe fut larguée sur Nagasaki. Les États-Unis ne se sont jamais excusés pour ces deux attaques qui précipiteront la fin de la Deuxième Guerre mondiale. John Kerry n'a pas abordé cette question. Il a plaidé pour un monde sans armes nucléaires. Jean Lopez, bonsoir. Vous êtes le directeur de la revue Guerre et Histoire. Vous venez de publier avec Olivier Vivorca les mythes de la Seconde Guerre mondiale. Une vingtaine d'historiens reviennent sur un certain nombre d'idées reçues qui ont la vie dure depuis 70 ans que la Seconde Guerre mondiale est terminée. Et par exemple, celui que je viens d'évoquer, le Hiroshima et Nagasaki auraient provoqué la capitulation du Japon. C'est quelque chose effectivement qu'on pense, qu'on croit dans le grand public depuis la fin de la guerre, oui. C'est ce que les Américains ont dit dès la fin de la guerre. Et dans votre livre, en fait, non, pas du tout, c'est pas Hiroshima. Enfin, pas du tout, j'exagère. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Il y a eu deux grandes causes. Il y a eu bien sûr le double bombardement atomique de Nagasaki et d'Hiroshima. Et puis, il y a eu quelque chose qui est beaucoup moins connu du public français. C'est une gigantesque offensive terrestre soviétique en Mandchourie et en Corée. C'est le 8 août qu'elle est déclenchée. C'est le 8 août, c'est-à-dire elle est déclenchée entre les deux bombardements atomiques, ou quelques heures avant le deuxième bombardement atomique. Et le premier à avoir dit « je mets fin à la guerre du fait des bombardements atomiques », c'est l'empereur japonais Hirohito lui-même. C'est donc lui qui est à l'origine de ce mythe. Alors ça peut être intéressant de se dire, mais pourquoi réduit-il sa décision d'annoncer à son peuple qu'il convient d'affronter le pire des honneurs, qui est celui de déposer les armes, et ne mentionne-t-il pas l'autre grande cause qui, à l'évidence, a pesé dans sa décision? Il faut bien... Oui, pardon, je vous laisse... C'est l'offensive soviétique. Pourquoi? Pourquoi Hirohito? Eh bien, parce que ça lui permet, par un tour de passe-passe, de faire peser la défaite, non pas sur la gestion qu'il a faite de l'Empire japonais. Il est co-responsable de toutes les atrocités, toutes les erreurs depuis 1937, mais de dire nous ne déposons les armes que devant des armes totalement inhumaines et meurtrières, et donc en renvoyant la responsabilité du crime aux Américains. Donc d'entrée, il fait ça pour sauver sa couronne, peut-être même sa tête, et pour renvoyer la faute sur son adversaire. Il faut bien voir ce qui se passe avec cette offensive soviétique en Mandchourie. C'est en une semaine. Ce qui reste de l'armée japonaise, celle qui est en Mandchourie justement, est balayée par les Russes et ils se retrouvent au bord de la mer du Japon et ils sont prêts à envahir le Japon. Alors, et là, c'est pas la même invasion. Ce sont les Soviétiques, c'est l'ennemi russe. C'est voilà. Et alors là, vous avez quand même, c'est une des plus grosses batailles de la Seconde Guerre mondiale. Qu'on ne connaît pas du tout. Non, pas du tout connu. C'est un triomphe total des armées soviétiques qui, en effet, avancent de 2000 km et arrivent sur la mer du Japon. Il n'y a plus rien devant elle. À ce moment-là, ils ont détruit la dernière armée japonaise constituée, celle du Kwantung, tuant, faisant prisonniers ou blessant 700 000 des derniers guerriers japonais. Le Japon n'a plus aucune perspective de quoi que ce soit. Alors, la question sur laquelle je voudrais revenir, c'est que Hirohito a lancé le mythe, mais pourquoi est-ce que les Américains l'ont repris? Alors, il y a des tas de raisons qui ont fait que les Américains ont immédiatement dit « la guerre s'est arrêtée du fait des bombardements nucléaires ». La première, c'est évidemment qu'ils ne voulaient pas laisser une part dans la victoire aux Soviétiques, qui sont déjà leurs ennemis idéologiques. Pour preuve, ils vont les évincer de l'administration du Japon juste après les bombardements de Hiroshima et de Nagasaki. Le deuxième point, c'est qu'il fallait justifier devant le contribuable américain l'immensité des dépenses qui ont été engagées pour mettre au point ces deux armes. Donc ils ont eu intérêt, bien entendu, à gonfler
l'effet, l'impact politique des deux armes atomiques. Aujourd'hui, on revient à des conceptions un peu plus posées et on montre qu'en réalité, les militaires et l'empereur japonais ont eu terriblement peur d'un débarquement soviétique qui, alors là, pour le coup, aurait transformé la structure, non seulement politique, mais également économique et sociale de leur empire. Là, il y a donc là une sorte de connivence, je dirais, de fait, non voulue. Il n'y a pas de complot. Une connivence de fait entre la vision de l'empereur qui veut sauver sa tête en rejetant la faute de la catastrophe sur la bombe atomique et les Américains qui, eux, veulent mettre en avant leur part absolument décisive. Et les Soviétiques sont expulsés complètement de cette histoire. Un autre mythe sur lequel vous revenez dans ce livre, c'est l'idée que les kamikazes japonais sont morts pour rien. Or, justement, ils ont servi aussi à mettre dans la tête des Américains que les Japonais ne se rendraient jamais. Puisque... Oui, alors effectivement, on entend, on lit beaucoup que c'est dérisoire, ces jeunes gens qui savent à peine piloter, qui n'ont pas d'essence pour revenir à leur base et qui se précipitent sur les porte-avions américains en faisant exploser leur chargement de bombes et de kérosène. Ça semble évidemment dérisoire au niveau militaire. Et pourtant, si on regarde les chiffres, on s'aperçoit que la moitié de tous les bateaux américains qui ont été endommagés dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale et 21% de ceux qui ont été coulés l'ont été en quelques semaines du fait des attaques kamikazes. Donc à la fin de la guerre, entre novembre 1944 et août 1945. Première découverte curieuse, c'est que les kamikazes sont finalement l'arme la plus efficace que les Japonais ont déployée pendant la guerre. C'est celle qui a causé le plus de pertes. Et d'autre part, on ne peut pas dire que ça a été quelque chose d'innocent et qui n'a pas eu de conséquences. Car ça a été un traumatisme pour les Américains, un traumatisme extrêmement fort qui les a amenés à imaginer ce que voulaient les Japonais en utilisant cette arme terrible. C'est l'arme du pauvre, bien sûr, mais elle a eu un effet psychologique et ils sont arrivés à leur fin. C'est que les Américains sont arrivés à la conclusion que pour obliger ce pays de malades, de fanatiques, qui sont prêts à sacrifier leur jeunesse étudiante dans des attaques suicides, il allait falloir consacrer encore un an de guerre et sacrifier au moins 1 million de soldats au débarquement sur les îles japonaises. Donc c'était pour les obliger à négocier, en fait. Ça qui les a amenés à justifier l'usage de la bombe atomique en se disant ça va être trop coûteux, l'ennemi est trop décidé, trop fanatique, on va donc utiliser quelque chose d'infiniment plus violent et plus meurtrier. C'est donc et alors, ça va encore plus loin, l'affaire des kamikazes, parce que finalement, lorsque MacArthur, après la reddition japonaise en baie de Tokyo le 2 septembre 1945, lorsque MacArthur décide de s'emparer de l'administration du Japon occupé, il est aussi lui hanté par l'image des kamikazes. Et il a peur que, s'il se montre trop féroce vis-à-vis de l'empereur, il se retrouve avec 100 millions de kamikazes prêts à tuer à chaque coin de rue un soldat américain en occupation. C'est donc un des éléments, il le dit dans ses mémoires, c'est un des éléments qui l'ont amené à faire en sorte que l'empereur Hirohito reste en place, bref, que l'institution centrale du Japon demeure intacte. Donc, paradoxalement, ces pilotes japonais ne sont pas morts pour rien. En quelque sorte, ils ont aidé à sauvegarder l'institution fondamentale du Japon, qui est le Tenno, l'empereur. Encore une idée reçue qui est étudiée dans ce livre et qui perdure depuis 70 ans, c'est l'idée que Pearl Harbor est une victoire japonaise. Alors ça, le cinéma, Hollywood, mais aussi les historiens pendant longtemps, historiens qui regardaient simplement les choses d'un point de vue politique, mais pas d'un point de vue technique et militaire, ont répété que, d'ailleurs on voit là une image absolument spectaculaire. Et symbolique. C'est symbolique que la flotte américaine avait été coulée en 2 heures dans la rade de Pearl Harbor, dans les îles Hawaï. En réalité, les Américains ne sont pas dupes. Une fois que la fumée des incendies s'est dissipée, ils font le compte. Et qu'est-ce qu'ils ont perdu réellement? Ils ont perdu 3 cuirassés. 3 cuirassés qui ne renavigueront plus jamais. 2 étaient totalement obsolètes et le 3e était si vieux et si mal fichu pour la guerre moderne qu'il servait de navire cible. Tout le reste a été soit épargné par les bombes japonaises, soit renfloué dans les 3 ou 6 mois et même remodernisé. On a donc paradoxalement une attaque
qui va déclencher l'entrée en guerre des États-Unis, mais qui n'est rien d'autre qu'un succès tactique extrêmement temporaire pour les Japonais, qu'ils payent d'une défaite stratégique gigantesque et se retrouver en guerre face à la première puissance industrielle du monde, les États-Unis d'Amérique. Alors revenons sur le front de l'Ouest et revenons même antérieurement d'au moins d'un peu plus d'un an. La défaite française en 1940, encore aujourd'hui, on pense qu'elle était inéluctable, que nous n'avions aucune chance de battre les Allemands. Et c'est vrai que ça a duré 6 semaines, alors que entre 14 et 18, on avait résisté 4 ans et à la fin, on avait fini par l'emporter. C'est vrai que 6 semaines, c'est une claque. Mais en fait, dans ce livre, vous montrez qu'elle n'était pas du tout inéluctable, cette défaite en matière d'armement, d'équipement, de chars, d'avions. La France était tout à fait à la hauteur. Elle est tout à fait à la hauteur. Alors, c'est typiquement le type de controverse historiographique qui est un enjeu politique. Vous avez aujourd'hui, les gens de droite vont vous dire la défaite française, il faut aller la chercher très loin, dans le Front populaire, dans son refus de voter des crédits, dans les 40 heures. C'est ce que disait à l'époque le maréchal Pétain. C'est ce que disait le maréchal Pétain. Ça, c'est la vision pétainiste, mais qui a été reprise aussi par toute une droite conservatrice après la guerre. Or, on sait que c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Certes, si les 40 heures ne sont pas arrivées au meilleur moment, il n'empêche que c'est Léon Blum qui a voté les crédits militaires les plus importants depuis les années 20 et 30. C'est donc lui qui, au contraire, a réarmé la France. Mais vous avez aussi une vision de gauche, voire d'extrême gauche, qui a tendance à dire on a été battu en mai-juin 40, et de quelle façon? Du fait de la trahison des classes possédantes. Ça y est, encore aujourd'hui, les historiens qui interviennent très régulièrement pour vous expliquer que c'est l'objet d'une trahison. En réalité, on s'aperçoit, quand on regarde le rapport des forces, que les Français possédaient suffisamment de matériel pour résister beaucoup mieux qu'ils ne l'ont fait. Plus de chars que les Allemands. Ils possédaient plus de chars que les Allemands. Mais sauf que nous, on ne les utilisait pas de la même manière. Exactement. Les chars étaient derrière les fantassins, alors que les Allemands, on le voit sur cette photo, les chars partaient devant. La photo vous montre effectivement ce que c'est qu'une division Panzer. Vous avez les Allemands les utilisent en masse. Ce sont des chars extrêmement médiocres. Là, on voit des chars d'origine tchèque qui sont des chars de capture. Et les Français ont au contraire des matériels qui sont plus modernes, beaucoup plus blindés, avec des canons beaucoup plus puissants, mais qui sont mal utilisés du fait de la doctrine. Mais encore une fois, ça n'est pas écrit dans les astres que la France doit prendre la raclée de toutes les histoires et se mettre à genoux en 6 semaines. Alors donc l'explication, la doctrine est en retard, les avions, les chars sont en fait dépendent quasiment de l'armée de terre, mais au fond donc c'est le commandement qui est le responsable de la défaite française, c'est le commandement français. Je dirais que c'est d'un côté la grande frilosité d'un commandement français dont on voit ici le généralissime Gamelin, qui ne comprend pas bien la vitesse à laquelle vont se passer les opérations militaires dans la campagne, mais c'est aussi, côté allemand, la chance de celui qui joue tout à la roulette. Le plan allemand élaboré par le général von Manstein est un plan qui avait peu de chances de réussir. Les Allemands ont pris tous les risques, absolument tous les risques, en essayant de percer notre front au centre, là où il était dégarni et là où personne... Donc en passant par les Ardennes. En passant par les Ardennes. C'est la photo qu'on voyait juste avant. Là, on voit le général Georges, qui est lui aussi considéré comme le co-responsable de la défaite, Georges, avec Gamelin, de la défaite française. Mais la photo qu'on voyait avant, c'était tous ces chars allemands qu'on voyait, ils étaient dans les Ardennes, justement là. Et dans les mythes de la Seconde Guerre mondiale, il est raconté qu'il y a un embouteillage absolument considérable. Oui. Dans les Ardennes, on croyait qu'on ne pouvait pas passer. 200 km d'embouteillage, et là voilà. Vous avez 41 000 véhicules qui sont les uns derrière les autres, et les Allemands font pari que l'aviation française et britannique n'est pas capable de les repérer et de les détruire. Et pourquoi on ne les a pas repérés et détruits? Alors, ils n'ont pas été repérés immédiatement parce que les Allemands ont la supériorité aérienne, donc de toute façon, il aurait fallu engager la totalité de nos moyens, mais encore aurait-il fallu comprendre vite ce qui se passait. Or, il faut près de 72 heures au commandement français pour réaliser ce qui est en train d'arriver. Il y a donc, encore une fois, c'est la conjonction d'une certaine passivité du côté du commandement français, mais surtout d'une chance et d'une prise de risque absolument démesurée du côté allemand. Au fond, tout cela aurait pu ne pas réussir. Ce n'est pas ma thèse, c'est celle du colonel Frieser, un grand historien allemand, qui l'a montré le premier dans son ouvrage « Le mythe de la Blitzkrieg ». Alors, autre idée reçue,
encore aujourd'hui, 70 ans après, c'est celle selon laquelle l'économie soviétique ne pouvait pas rivaliser avec la puissance militaire et industrielle allemande. Et là aussi, ce serait une idée reçue, en fait, il n'en était rien. Il n'en est rien. On pense tout de suite que c'est parce que les Américains ont aidé Voilà. les Soviétiques, ils ont envoyé du matériel, des jeeps notamment. Oui, les fameuses jeeps. Voilà, et que sinon, l'URSS aurait évidemment perdu contre l'Allemagne nazie. Alors là, c'est ce mythe de la supériorité industrielle du Reich sur l'Union soviétique de Staline, il est à la fois le résultat de la propagande de guerre froide, où les Américains veulent mettre en avant leur effort, tout ce qu'ils ont envoyé à l'Union soviétique au titre de la loi Prébaille, et qui est extrêmement important, en qualité plus qu'en volume. Mais d'autre part, c'est aussi une sorte de jugement rétrospectif. Je dirais que les performances économiques catastrophiques de l'Union soviétique des années 60, 70 et 80 rejaillissent a posteriori, en remontant le temps, sur ce qu'elle était à cette époque-là. Et la puissance industrielle allemande d'aujourd'hui, de la même manière ? De la même façon, on oublie que l'Allemagne est un pays où 30% de la population est encore occupée aux travaux des champs. S'il y a une chose qu'a su faire le système communiste stalinien, c'est de produire des chars et des canons. Il a su le faire jusqu'à la fin d'ailleurs, hein, et il a donné la pleine mesure de cette capacité pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'est un mythe qui s'effondre assez facilement. Ça veut dire que, en fait, l'organisation soviétique s'adapte parfaitement, au fond, à la guerre. On peut mobiliser une population, ce qui est évidemment bien plus nombreuse que la population allemande, et on peut les mettre au travail sans limite. Sans aucune limite. Sans limite. Alors il y a l'effet d'une contrainte, il n'y a pas de limite non plus à la contrainte que le système soviétique exerce sur ses citoyens. Il n'y a pas de limite à la compression des besoins de l'économie civile. Il n'y a aucun pays au monde où l'économie civile n'a été autant sacrifiée. L'agriculture soviétique, revient littéralement au Moyen-Âge. Tout est fait pour le front, tout est fait pour la guerre. Hitler n'a jamais osé, finalement, traiter son propre peuple comme Staline l'a fait pendant la guerre. Il y a d'ailleurs un moment où ça va si loin, ce sacrifice des besoins civils, qu'il y a des craquements qui se font entendre à la fin 1942, et que c'est à ce moment que les livraisons américaines, notamment de nourriture, de lait condensé, de cornets de bif, de rails, de wagons, viennent sauver un peu une économie soviétique qui était trop mobilisée finalement au service de la guerre. Toujours est-il que dans tous les compartiments du jeu, les soviétiques ont dominé en termes de production l'appareil allemand. Et l'aide américaine, elle a été utile, mais pas décisive. Elle a été extrêmement utile. En fait, je dirais que sans l'aide américaine, probablement que les soviétiques n'auraient pas pris Berlin. L'aide américaine, elle est très importante sur le champ de bataille. Elle est importante dans l'économie civile dès 1942. Elle est très importante sur le champ de bataille à partir de 1943 et 1944. Ça veut dire que les deux grandes victoires soviétiques, celle de Moscou en décembre 1941 et celle de Stalingrad en février 1941, ont été acquises à peu près sans l'aide américaine. En revanche, le fait que les armées soviétiques aient reçu 400 000 camions américains leur a permis de motoriser complètement leur armée, leur a permis de trouver les munitions qui leur manquaient, de posséder des essences beaucoup plus performantes que celles qu'ils avaient pour les moteurs, et les ont amenés jusqu'à Berlin. C'est paradoxalement l'économie américaine qui a permis aux soviétiques d'aller si loin, en fait. L'autre idée reçue, autre mythe de la Seconde Guerre mondiale, selon ce livre, Jean Lopez, que vous avez dirigé, je le rappelle, avec Olivier Vivorca, mais il y a le travail de nombreux historiens. C'est le mythe selon lequel, en fait, les armes secrètes, les V1 et les V2 allemands, auraient pu changer l'issue de la guerre. Il y a un V1 là d'ailleurs. Là, c'est un V1, c'est les premiers. C'est une énorme supercherie qui est due à la propagande de Goebbels, puisque Goebbels a... Ça, c'est le V2 qui a donné les fusées par la suite. C'est le V2 qui a donné les fusées, c'est la fusée de Tintin. Hein. Oui. Alors, c'est quelque chose qui a été complètement gonflé par la propagande allemande. Quand on regarde, par exemple, ce qu'ont coûté ces V2 et ces V1, on s'aperçoit que ces V2 et ces V1 sont équipés d'environ 1000 kg d'explosifs, ce qui est absolument dérisoire. Vous développez un appareil aussi moderne pour envoyer 1000 kg d'explosifs avec une précision absolument catastrophique, ça n'a aucun sens militairement. Le prix qu'ont coûté les V1 et les V2 aurait permis aux Allemands de construire 24 000 chasseurs modernes à la place. C'est une bévue militaire et stratégique et économique absolument gigantesque.
Mais c'est un rêve d'ingénieur. Le fait que Werner von Braun, l'homme qui a inventé ces fusées, soit plus tard devenu le directeur de la NASA, a accrédité cette idée d'une sorte de génie technologique germanique qui leur aurait permis, à peu de choses près, de remporter la guerre. Je crois que c'est là le mythe le plus énorme de la Seconde Guerre mondiale. Et même qui a coûté, au fond, le fait que les Allemands étaient un peu dépassés technologiquement sur tous les autres plans à la fin de la guerre. Les radars, les premiers ordinateurs, le renseignement, et notamment le renseignement électromagnétique, les Allemands sont extrêmement dépassés dans ce domaine-là. Parce qu'ils ont tout misé sur les armes secrètes. Ils ont tout misé sur ces armes secrètes qui leur coûtent... Leur économie n'a pas les moyens de ces armes secrètes-là. La seule arme secrète qui est fonctionnée et qui était à la portée d'une grande puissance, finalement, ce sont les bombes atomiques américaines. En fait, quand on lit ce livre, Jean Lopez, on se dit que aussi bien l'Allemagne que le Japon n'avaient absolument pas les moyens de gagner une guerre longue et qu'ils le savaient l'un et l'autre. Ils le savaient, oui et non. Disons qu'ils ont reçu, surtout chez les Japonais, ils ont reçu un certain nombre de coups de semonce sous la forme d'études qui ont été menées en 1940 et 1941 et qui leur montraient que face à la puissance des démocraties occidentales, il y avait peu de chances que ça passe. Mais la logique de ces régimes, qui sont des régimes totalitaires et fascistes, est essentiellement de mépriser les démocraties. Si vous voulez, dans leur logiciel mental, la démocratie, c'est un régime faible. Ça rebondit un petit peu sur ce qu'on entendait tout à l'heure. La démocratie n'est pas un régime faible. Elle a su gagner la guerre. Et elle a su la gagner, du côté des démocraties anglo-saxonnes, de façon extraordinaire, sans même mettre en péril le modèle occidental. Les libertés fondamentales n'ont pas été touchées. Et ça, les Japonais, comme les généraux japonais, comme les nazis allemands, ne l'ont pas conçu. Pour eux, la démocratie est un système décadent, incapable de faire face à ce que eux voulaient, à savoir l'insurrection de ce qu'ils appelaient les États ou les peuples prolétaires contre les nantis qui étaient les Français. Dans le cas des Japonais, il y a en plus une vision très raciale. Ils sont terriblement racistes et ils pensent que les Américains, les Anglais leur sont inférieurs. Et qu'en dépit donc de leur infériorité industrielle, économique, qui va faire qu'ils ne peuvent pas tenir et gagner une guerre longue, ils vont s'engager dedans, attaquer les Américains en pensant qu'ils leur sont supérieurs. Le racisme est partagé des deux côtés, je dirais, parce que le racisme japonais, il s'exerce en termes de vertu morale. C'est pas un racisme biologique, comme celui des nazis à l'égard des Juifs ou des Slaves. Les vertus morales du peuple japonais sont incomparablement supérieures à ceux des démocraties. Et on retrouve là une idée qui aujourd'hui fait sens et tout le monde va comprendre, c'est qu'ils sont persuadés que le soldat japonais, lui seul, c'est mourir. Ça rappelle évidemment le terrorisme d'aujourd'hui. Quand vous êtes capable de mettre en jeu votre existence à chaque instant gratuitement pour la grandeur d'une idée, et qu'en face vous êtes certain que vous avez des gens qui ne pensent qu'à jouir des bienfaits matériels de la vie, et surtout à ne pas mettre en jeu leur petite existence, vous êtes persuadé que vous avez une arme décisive. Et c'est exactement ce qui s'est passé du côté japonais. Je disais que le racisme était partagé parce que les Américains, autant ils n'ont pas fait la guerre contre les Allemands avec haine ni racisme jusqu'à la découverte des camps de concentration, autant contre les Japonais, d'entrée, il y a tout un discours raciste contre les petits hommes jaunes perfides. Il ne faut pas inverser complètement les choses non plus. Autre mythe, les bombardements aériens auraient suffi à vaincre l'Allemagne. Alors, on le sait, les villes allemandes ont été pulvérisées par les escadrilles de bombardiers américains le jour et de bombardiers britanniques la nuit. Lorsque les Américains et les Britanniques font les grandes enquêtes des années 45-46 pour voir à quoi ont servi leurs bombardements, ils s'aperçoivent qu'il faut vraiment distinguer entre les bombardements de terreur contre la population civile et les bombardements contre les objectifs industriels. Les bombardements de terreur qui consistent à raser les quartiers ouvriers, les villes, les quartiers d'habitation, n'ont fait que souder la population autour du régime nazi. Il y a même beaucoup de cas où spontanément la population lynche les aviateurs alliés. Dans le journal de Goebbels, en un certain nombre de passages, on montre qu'en sous-main, il pousse la population à se venger. Il y a donc une haine terrible contre les anglo-saxons et contre ces hommes qui viennent semer la mort nuit et jour. En revanche, les bombardements de précision, bien qu'à l'époque ce soit extrêmement relatif, on n'est pas à l'époque des drones, les bombardements d'objectifs industriels ont eu un certain effet, mais très tard.
je dirais après juin 1944. Et même cela n'est pas tout à fait concluant parce que vous voyez ces machines-là, ces machines qu'on voit ici, Oui. on a un B-17 américain. Ce sont les Américains et les Anglais en ont construit la quantité absolument incroyable de 170 000. 170 000, on peut se poser la question de savoir s'ils avaient investi ces moyens dans des divisions blindées, par exemple, ou des péniches de débarquement, est-ce que le fameux second front en Normandie n'aurait pas pu s'installer dès 1943 et donc soulager autant l'armée soviétique? Est-ce que c'était un choix, est-ce que c'est un choix fructueux? Aujourd'hui, on en doute de plus en plus. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a fallu l'invasion terrestre. Absolument. Sinon, jamais ça n'aurait suffi. Et d'ailleurs, c'est dans toute l'histoire. On sait que jamais par les bombardements, on a réussi. Problématique aujourd'hui, la même chose. Les Américains croient qu'avec des frappes aériennes massives, ils vont pouvoir l'emporter dans tel ou tel conflit. Et on s'aperçoit que tant qu'il n'y a pas des gens au sol, ça ne peut pas fonctionner. L'ennemi continue à résister de tous les moyens possibles. Les Allemands ont enterré leur industrie. Ils ont mis une DCA extraordinaire en place et ils ont tenu. Il a bien fallu quand même que les Soviétiques aient obligé Hitler à se suicider en prenant Berlin et que les Américains arrivent jusqu'à l'Elbe. Jusque-là, les nazis ne se seraient jamais rendus. Ils auraient détruit toutes les villes, ils ne se seraient pas rendus. Autre mythe de la Seconde Guerre mondiale, selon lequel l'armée italienne était mauvaise. Alors voilà un mythe, une idée reçue, entretenue par le cinéma, y compris la comédie italienne, Absolument. qui a toujours montré l'armée italienne Absolument. de l'époque. Alors mal habillée, mal équipée, mal nourrie, Et surtout, mal armée. ne voulant pas faire la guerre. Et ça c'est un mythe qui naît, je dirais, au début des années 50, quand l'Italie oublie son passé et intègre le club des nations démocratiques, bientôt l'Europe, et se met sous parapluie américain dans l'OTAN. Et à ce moment-là, ce mythe, il tombe sur un terreau fertile parce que l'Italie a envie de donner un visage amène. C'est là qu'on va inventer cette idée de Italiani brava gente. Les Italiens sont des braves gens incapables de faire du mal, ça ne peut pas être des bourreaux. Et puis, ils ne voulaient pas faire la guerre. Autrement dit, ils ont en quelque sorte saboté les rêves de Mussolini. Vous voyez que ça les dédouane totalement. Aujourd'hui, la recherche historique établit que l'armée italienne s'est rendue coupable de crimes de guerre extrêmement graves dans les Balkans, en Grèce, en Yougoslavie, mais aussi en Union soviétique. Et que chaque fois qu'elle a eu les armes pour se défendre, l'armée italienne s'est battue courageusement en venant au secours des Mais c'est vrai Allemands. qu'elle était mal équipée, mal nourrie, mal commandée. Totalement dispersée. Mais malgré tout, cette idée, si vous voulez, des braves gens incapables de faire de mal et ne voulant pas faire la guerre, c'est une image d'Épinal qui ne tient pas la route aujourd'hui. Et elle est née en 1950, comme tous les mythes, pour servir à quelque chose. Il s'agissait d'oblitérer le fait que l'Italie n'avait cessé d'agresser des peuples. En 1935, ils attaquent l'Abyssinie. Oui, ils commencent tôt. Ils commencent tôt, avec des gaz de combat contre des populations désarmées. En 1936, ils aident Franco à arriver au pouvoir. En 1940, ils attaquent la France dans le dos. En 1940, encore, en octobre, ils attaquent la Grèce. En 1941, ils attaquent la Yougoslavie. Ils n'ont pas arrêté, en quelque sorte, d'agresser leurs voisins. Mais tout ça avait besoin d'être oublié. On se refait une virginité dans l'histoire. Et les mythes sont là pour ça, finalement. Ça leur a permis de regarder leur passé de façon pas trop coupable. Tous les peuples ont fait ça. Absolument. C'est pour ça qu'il y a tant de mythes dans la Seconde Guerre mondiale. Autre image d'Épinal, peut-être la France qui aurait contribué à la victoire finale des Alliés grâce à sa résistance intérieure, mais aussi à l'armée de la France libre. En fait, la contribution serait modeste. Elle est très modeste. Un seul chiffre va nous donner la réalité des choses. En 1918, les armées françaises représentent 37% des armées alliées. 37%, plus du tiers. En 1945, nos 8 divisions d'actifs qui sont réellement battues représentent 3% de l'effort de guerre allié. Donc, si vous voulez, même la grande armée que De Gaulle arrive à grands frais à monter à la fin 1944, début 1945, on arrive dans un pays exsangue à mettre 1 million d'hommes sous les drapeaux, le résultat militaire, il est très faible. Quant à l'apport militaire de la résistance, le mythe, il est né de la gentillesse du général Eisenhower, qui lui aussi a voulu faire quelque chose pour faciliter l'intégration de la France dans l'OTAN, restaurer notre honneur national qui avait été évidemment totalement maculé, souillé pour longtemps par la défaite de 1940, en déclarant dans ses mémoires la résistance française valait
l'équivalent de 15 divisions au combat. C'était gentil de sa part, ça partait d'un bon sentiment, ça voulait faire plaisir à un peuple dont, je dirais, la virilité militaire avait été mise à mal, mais en réalité, ça ne tient pas non plus sous le regard de l'historien aujourd'hui. Dernier mythe, Jean Lopez, et celui-ci, la France du général de Gaulle y a pas mal contribué, c'est l'idée qu'à Yalta, on sait partager le monde. Alors c'est vrai que de Gaulle et la France n'avaient pas été invités à Yalta. Pour autant, on ne sait pas partager le monde à Yalta. Non. On a parlé de la Pologne, On a parlé de l'Allemagne, on a parlé du Japon. On a parlé d'élections libres qu'il faudrait faire après la guerre. On n'a pas parlé de zone d'influence. Non, jamais. D'abord parce que Staline n'a jamais reconnu aux anglo-saxons la moindre zone d'influence à l'ouest, et parce que Roosevelt et Churchill se sont quand même battus pour les Européens de l'Est, pour les Polonais et pour les autres également. Et ils ont réussi à obtenir, ce qui était très difficile à obtenir, dont Staline ne voulait pas, une déclaration sur l'Europe libérée. C'est par la suite que les deux zones d'influence sont devenues hermétiques l'une à l'autre et avec des traits extrêmement accusés. Mais il ne faut pas tout mélanger. En revanche, à Yalta, c'est là qu'on a décidé du droit de veto qu'auraient les puissances, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, dont la France d'ailleurs. C'est un cadeau voilà. des anglo-saxons. Staline n'y voyait pas d'inconvénient. Mais de Gaulle a propagé ce mythe. C'est lui qui a inventé l'idée que les grands, qu'il y avait une double hégémonie des deux grands sur le reste du monde parce que ça servait ses propres desseins. La France, elle, va trouver un chemin entre les deux grands. C'est nous qu'il faut suivre. Ça, c'est un grand mythe gaulien, mais il y en a bien d'autres. Hein. Oui, il y en a bien d'autres qu'on n'a pas abordés dans ce livre, Jean Lopez, que vous avez dirigé avec Olivier Vivorca. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission ce soir. On se retrouve pas la semaine prochaine, on se retrouvera dans 15 jours, mais on se retrouve la semaine prochaine, mais disons que c'est une erreur de moi, excusez-moi, j'ai rien dit. On se quitte avec Yael Naïm, elle a été l'artiste féminine de l'année aux dernières victoires de la musique. Elle sera à l'Olympia en mai et elle va nous interpréter My Funny Valentine, chanson qu'elle a enregistrée pour un album que chanteur et musicien français consacre à Chet Baker. Yael Naïm dans My Funny Valentine. Yael, c'est à vous.
Don't change one hair from me. Not if you care for me, just stay, my little Valentine. Stay. Each day